Alors bonjour à tous les trois et merci beaucoup de répondre à l'invitation du studio officiel de l'IFTM Top Resa. Donc c'est comme depuis plusieurs années, le studio est animé par les rédactions d'Eventis, dont fait partie bien sûr l'éco-touristique. Alors l'IFTM Top Resa, c'est le salon incontournable pour les professionnels du tourisme en France. C'est la grand-messe du B2B, comme on dit. C'est donc un salon qui est pensé pour répondre aux attentes, aux besoins des agents de voyage, pour nourrir leurs réflexions. Donc forcément, l'éco-touristique ne pouvait pas manquer cette édition 2024 où plus de 30 000 agents de voyage sont attendus pendant 3 jours. Et justement, je vous ai réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va, j'espère, intéresser nos chers agents de voyage ou au moins piquer leur curiosité. Tout simplement parce que c'est un sujet qui a déjà été travaillé dans beaucoup de rendez-vous et on n'a toujours pas de réponse concrète. C'est un sujet qui est simple. Faut-il travailler en direct avec les réceptifs au détriment des tours opérateurs traditionnels ou faut-il continuer d'utiliser ce circuit qu'on va appeler le circuit classique, à savoir distribuer des voyages qui sont produits par un tour opérateur traditionnel. En tant qu'agence de voyage, faut-il passer en direct avec un réceptif au détriment d'un tour opérateur? Les deux. On peut faire les deux, on fait travailler et les tours opérateurs et les réceptifs. C'est pour deux choses différentes généralement, c'est très complémentaire. Donc pour nous, il n'y a aucun problème que de travailler et avec les TO de façon vraiment très, très simple et avec les réceptifs pour des choses un petit peu plus compliquées ou que le client souhaite. Tout à fait. Bien évidemment, en tant qu'agence de voyage et en ayant notre licence tour opérateur, on a vocation à faire du direct. Mais ce n'est pas évident et possible sur toutes les destinations. L'argument, c'est justement d'éviter la marge du tour opérateur, clairement, quand on fait du direct. Sur le papier, on peut se demander pourquoi se poser cette question. Après tout, est-ce qu'il vaut mieux pas garder un modèle qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies, garder des relations commerciales fortes, parfois établies de longue date? Quels sont les intérêts pour un agent de voyage d'utiliser telle ou telle approche? Est-ce qu'on est obligé de choisir une approche? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement utiliser plusieurs approches différentes? Et comment les voyagistes font pour se défendre aussi face à cette tendance? Est-ce que c'est une vraie tendance de fond ou est-ce que c'est un peu un effet de mode? Voilà, c'est un peu le genre de questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Et avant tout, je vais présenter rapidement mes trois invités. Donc bien sûr, il y a Guillaume Linton, vous êtes le PDG d'Asia. Vous avez commencé votre carrière pour L'Oréal dans le Pacifique, notamment en Australie. Et en 2004, vous faites une rencontre déterminante pour la suite. C'est la rencontre avec le regretté Jean-Paul Chantraine qui avait fondé Asia, donc qui était à ce moment-là le patron d'Asia. Vous rejoignez du coup les équipes du Théo pour justement relancer cette prod un peu océanique qui était au point mort, si je me souviens bien. Et puis de fil en aiguille, comme on dit, vous avez gravi les échelons jusqu'en 2018 où malheureusement Jean-Paul Chantraine est décédé. Et à ce moment-là, vous avez racheté la société que vous dirigez maintenant. Donc j'ai pas dit de bêtises, c'est bon? C'est exactement ça, ça fait pile 20 ans cette semaine que je suis chez Asia. Et bon anniversaire. J'en suis très heureux. Ensuite, évidemment, on a Jean-Charles. Donc vous êtes agent de voyage depuis le début des années 2000. Un petit peu avant quand même. Un petit peu plus. Ouais, non, 2000, ouais, c'est ça, pardon. J'ai dit une bêtise. Et donc vous avez, vous, un profil intéressant parce que vous avez commencé votre carrière en tant que vendeur avant de devenir commercial. C'est ça. Pour Hollandini et Eliade, si voilà, je dis pas de absolument. bêtises, donc Ça, bravo. qu'on peut considérer comme des tours opérateurs traditionnels. Tout à fait. Et puis justement, c'est suite à ces expériences-là que vous avez eu envie de retourner vers le B2C, vers la production. Et donc vous avez rejoint Kit Voyage en 2019. Et juste avant la crise sanitaire finalement. C'est une crise sanitaire qui a eu beaucoup d'impact et de conséquences sur l'industrie du tourisme, on s'en souvient tous. Mais ça vous a permis à vous, Jean-Charles, de prendre un peu de temps pour réfléchir à votre métier, la façon dont vous l'appréhendez. Et c'est ce qui vous a amené à co-créer avec Myriam Thor, Emmanuel Yop et Guillaume Linton le helpdesk officiel des pros du tourisme. Donc c'est un groupe d'entraide entre agents de voyage qu'on ne présente plus, mais est-ce que vous pouvez le présenter rapidement quand même? Oui, alors il n'est pas né du Covid, hein, il existait déjà avant, mais il a vraiment pris toute son ampleur pendant le Covid. Aujourd'hui, c'est un groupe qui réunit plus de 5500 professionnels du voyage, donc aussi bien des agents de voyage vendeurs que des tours opérateurs, des compagnies aériennes, des réceptifs, des bed banks. Donc c'est un peu le plus grand open space des professionnels du tourisme et qui voilà, un groupe d'entraide, d'échange, de réflexion, un bel observatoire aussi pour les fournisseurs. Et ce groupe continue à
a perduré et s'est fait un nom malgré tout dans la profession. Et enfin, nous recevons également Thomas Loubert. Donc Thomas, vous avez commencé votre carrière dans le groupe Terra, qui est basé en Amérique latine. Vous avez notamment piloté les opérations de Terra au Pérou, ensuite au Costa Rica, Terra Caribea. Et vous êtes devenu finalement associé de ce groupe en 2013 pour créer Terra au Brésil, la filiale de Terra au Brésil. Donc vous connaissez le travail de terrain. Exactement, j'étais réceptif pendant 15 ans en Amérique latine. Et puis après, je suis rentré en France il y a 7 ans. Et on a développé un réseau avec mon associé Fabrice Pavlac. On a développé ce réseau Together, qui est en fait un réseau de réceptifs indépendants. Et dans l'objectif en fait, de mutualiser et justement de se faire connaître auprès des agents de voyage en France, tout en coopérant entre réceptifs. Et on organise pas mal d'événements pendant l'année. Et on a notamment un site, en fait, une plateforme où les agents de voyage peuvent trouver les réceptifs et travailler avec eux directement. Ok. Donc c'est intéressant parce qu'on a 3 profils finalement qui complètent bien le paysage pour notre débat du jour. On a un tour opérateur qu'on dirait traditionnel, quelqu'un qui a envie de connecter les réceptifs en direct avec les agents de voyage et un agent de voyage qui en plus parle à beaucoup d'agents de voyage. Donc vous avez, je pense, une vision assez représentative de ce qui peut se passer. Alors pour commencer ce débat, je vais vous proposer un petit exercice assez facile qui va un peu nous permettre de lancer des pistes. Et je vais commencer avec vous, Guillaume. Est-ce que vous pouvez me donner 3 bonnes raisons pour un agent de voyage d'utiliser le circuit traditionnel, c'est-à-dire de vendre ses voyages via un tour opérateur classique? Oui, alors d'abord juste en quelques mots en intro, moi je pense pas qu'il y ait effectivement une opposition frontale un peu caricaturale entre les réceptifs et les tours opérateurs. Je pense qu'on a la chance d'être dans une économie dynamique, l'économie du tourisme, et d'être dans un marché ouvert, et où effectivement l'accès à l'information, l'accès aux sources, l'accès aux partenaires et aux fournisseurs est ultra large et peut évidemment concerner tous les maillons de la chaîne. Il n'y a plus une logique classique, séquentielle, où le consommateur s'adresserait à un point de vente physique, s'adresserait à un tour opérateur, s'adresserait à un réceptif, etc. Donc quelque part, heureusement qu'on est dans une économie ouverte, libérale, libérée et dynamique, qui permet d'avoir du choix et qui permet d'avoir surtout différentes propositions pour différents profils d'acheteurs et pour différentes compétences en agence de voyage. Donc moi je ne suis pas du tout de l'école qui dirait qu'il faut une opposition frontale. Après évidemment, chacun a des caractéristiques, une façon de travailler un peu différente. Le travail du tour opérateur au sens large, c'est effectivement d'agréger un certain nombre de prestations et de les proposer avec le filtre et le regard des acheteurs côté production, avec un tarif, un allotement, un stock aérien et un tarif packagé sur une offre quasiment clé en main à destination de l'agent de voyage ou du client final. Après, effectivement, il y a différents types de prestations chez le tour opérateur, qui fait que cette offre peut être soit sur mesure, soit sur un circuit regroupé, soit en séjour, soit en club, soit sur du pur à la carte ou du groupe. Même principe, l'agent de voyage évidemment a un choix très large. Donc s'il décide d'aller à destination du réceptif, Thomas va en parler et Jean-Charles également j'imagine, c'est qu'il va avoir un choix très précis sur une destination qu'il maîtrise. L'intérêt de passer par le tour opérateur, pour te répondre, c'est quelque part, il a besoin de l'expertise du tour opérateur, il a besoin aussi de se concentrer peut-être davantage sur l'accompagnement commercial de son client et un peu moins sur la dimension production. Donc il va chercher une solution clé en main et surtout il va avoir le souci d'une production qui est adaptée au profil de son client, adaptée au marché français, adaptée au goût d'un voyageur français sur la destination. Et surtout avec peut-être une certaine forme de sécurité sur les règlements, si ce n'est pas un réceptif qui passe par une centrale auprès d'un réseau de distribution. Peut-être aussi, il aura, par souci de trésorerie, besoin de payer après départ. D'où l'intérêt de passer par le tour opérateur aussi, pour avoir ce confort-là dans le paiement. Et puis d'avoir une proposition, encore une fois, qui va être relativement simple et rapide à vendre. Sur un commissionnement global, c'est aussi un élément à ne pas oublier, hein. Le réceptif s'occupe uniquement de la partie terrestre. Le tour opérateur va inclure la partie aérienne du dossier, donc avec une certaine fiabilité au départ de Paris ou de France jusqu'au retour en France sur l'intégralité du voyage, aérien inclus, avec une gestion de cette chaîne continue par le tour opérateur. Voilà quelques éléments de réponse.
Alors Thomas, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Pourquoi on essaierait de convaincre un agent qui se balade ici à Topresa d'utiliser un réceptif directement? Et est-ce que vous êtes d'accord avec certaines choses qu'a dit Guillaume? Moi, je rejoins ce qu'a dit Guillaume. Effectivement, je crois que c'est un sujet qui est là depuis très très longtemps. Est-ce que les agents de voyage doivent passer par les TO et doivent passer par les réceptifs? On a souvent entendu plein de trucs, que les réceptifs allaient prendre le pouvoir sur les TO. Ça fait quoi, 20 ans qu'on entend ça, je crois, maintenant, avec la fameuse désintermédiation qui n'a jamais eu lieu en réalité. Je pense qu'il faut différencier de quoi ont besoin les clients et les agents de voyage. Nous, les réceptifs qu'on représente et qui font partie de Together, sont spécialistes du sur-mesure. Sur le sur-mesure, effectivement, il peut y avoir un intérêt parce que ça enlève un intermédiaire entre le TO et l'agent de voyage. Sur effectivement des circuits plus packagés, des GIR, des voyages de groupe, etc. Le TO a clairement sa valeur ajoutée, je crois. Sur le sur-mesure, l'intérêt, nous on prône chez Together vraiment le fait que le réceptif est le spécialiste terrain. Il connaît le terrain par cœur et que l'agent de voyage doit lui connaître parfaitement son client. Et chacun a son métier et c'est ce binôme-là que nous on essaye de pousser le plus possible. On a incité beaucoup par exemple les agents de voyage à carrément organiser des rendez-vous avec leurs clients et le réceptif, de faire un vrai partenariat à trois et de dire bah voilà, nous le client il vient, il dit de ce dont il a envie avec l'agent de voyage qui est là pendant la visio et le réceptif répond aux questions terrain, pratiques et en fait voilà, c'est ce que nous on pense vraiment qu'il faut pousser. Pour en tout cas sur le sur-mesure, hein, vraiment je parle du sur-mesure. Ensuite, de toute façon, l'avantage du réceptif, c'est que dans la chaîne de valeur, que le client passe par un TO ou un réceptif, ou un agent de voyage, au final, le réceptif, il est indispensable dans la chaîne de valeur. Donc, entre guillemets, le réceptif, comme il a toujours fait, s'adapte de plus en plus. Voilà. Et alors vous, les réceptifs que vous avez réussi à fédérer avec Together sont des réceptifs qui vont sur ce terrain-là ou qui rejoignent votre plateforme dans le but de conquérir des nouvelles clientèles sur mesure, ou c'est des réceptifs qui veulent un peu s'affranchir des tours opérateurs, peu importe la raison? Non, il n'y a pas de tendance de s'affranchir de qui que ce soit. C'est vraiment un esprit plutôt de voir là où va le marché et là où ça fonctionne en fait. Et donc quand il y a des agences de voyage, on a vu des réseaux d'agences qui avant le Covid passaient par des réceptifs et poussaient le côté on va passer directement par des réceptifs, et après le Covid et qui sont revenus au TO. Justement pour tout ce que disait Guillaume, pour des histoires de sécurité, d'assurance, de modalités de paiement qui étaient plus confortables pour eux. Et là, on sent un retour maintenant vers ils reviennent un peu vers les réceptifs. Mais je crois que le marché ne va jamais se scinder totalement en deux et qu'il y aura toujours un moment, sur certaines destinations, ce sera plus intéressant de passer par des TO. Sur d'autres, ça va être plus intéressant de passer par des réceptifs. Sur le type de voyage que les agents de voyage vont recevoir, ils vont forcément aussi choisir leurs prestataires et leurs partenaires en fonction de ça en fait. Donc je crois que ça dépend beaucoup en fait c'est très fluctuant on va dire, et les réceptifs eux s'adaptent systématiquement quoi. C'est quelque chose que vous constatez vous, Jean-Charles, dans la demande client? Alors effectivement, on parlait du Covid tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même un peu changé la donne. C'est vrai qu'avant Covid, on voyait, alors j'ai pas de chiffre précis, mais les agences faisaient un peu tout. Beaucoup d'agences se sont quand même dit post-Covid, on va passer par un TO pour le côté sécurité, le fait aussi de payer en euros, de payer parfois après départ, pour le back-office aussi en cas de problème, en cas d'annulation. Je déplore qu'il y a des très bons TO et on en a un devant nous. Il y a des TO qui ont tendance parfois à jouer un peu moins le jeu. On n'a pas les numéros d'astreinte le week-end. Donc ça, voilà, il y a eu un retour vers le TO, mais je constate, comme tu le disais, qu'il y a maintenant un retour vers l'autoproduction. Parce qu'au moins, quand on produit nous-mêmes, on maîtrise le produit de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a une annulation de vol un dimanche, et tout de suite, on va joindre le transfériste, on va joindre l'hôtelier, et on va gérer nous-mêmes. On ne va pas devoir attendre que quelqu'un au back-office, le service d'astreinte nous réponde. Donc le gros avantage, parce qu'on parle là des TO et des réceptifs, mais on constate aussi que de plus en plus d'agences, et notamment des petites agences indépendantes, vont faire de l'autoproduction, c'est-à-dire pas forcément même avec un réceptif, mais en faisant avec des bed banks. Je pense notamment à des autotours ouest américains. Pour le peu qu'on maîtrise un peu la destination, une bed bank, on va avoir en plus, il y en a plein qui arrivent sur le marché maintenant, les TBO et autres. Et c'est vrai que quand on maîtrise, on n'a même plus besoin d'un réceptif. On va tout acheter nous-mêmes et packager nous-mêmes, puisqu'on a découvert, et grâce à Emmanuel Iop, que même si on passe par un TO, le premier responsable de plein droit reste l'agence. Donc finalement, responsable pour responsable, autant maîtriser toute sa production. Au niveau des TO, moi j'ai une vision assez... je pense qu'aujourd'hui, l'agent de voyage qui va vraiment se démarquer, c'est celui qui va être un vrai couteau suisse et qui va savoir jongler justement avec tous ses prestataires.
Je prends le cas je vais essayer d'être très concret avec des cas du quotidien. Un client qui va me demander du départ de Lille en club francophone, bah forcément, sur mon secteur étant lillois, bah ça va être du TUI, du FRAM. Pourquoi? Parce qu'ils ont des engagements, des stocks à l'OT. Et aujourd'hui, le TO qui ne fait que du flex, bah finalement, on a tous les mêmes prix de vol, autant le faire nous-mêmes. Mais des TO qui vont s'engager, ou comme le fait Asia, sur des dates, sur le Japon, avec de l'engagement terrestre, de l'engagement aérien. Moi, aujourd'hui, je veux faire un Japon. Je suis perdu, tout est full, on me répond avec des prix complètement dingues. Donc je vais aller vers un TO quand il y a du stock, quand il y a une sécurité de tarif, une sécurité de stock, de l'engagement, ou parce que c'est un produit très spécifique, du départ de Lille régional avec du club francophone. Si c'est un produit effectivement sur une destination que je maîtrise un peu moins, qui est un peu plus spécifique à la carte, et que j'ai besoin d'une vraie réactivité, effectivement le réceptif va être intéressant. Et puis pour un exemple tout bête, pour des week-ends New York ou un week-end à Budapest, je vais pas. Alors, moi, je travaille aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est vrai que cet argument des bêtes banques ou, de choisir le meilleur fournisseur est important. Parce que si on veut conquérir la clientèle d'internautes, c'est une clientèle qui va faire du Mr Fly ou du Opodo et puis du Expedia ou du Booking. D'ailleurs, Booking qui est leur saint Graal, le voyageur, alors qu'on a des tarifs beaucoup plus compétitifs que ces centrales. Mais si on veut attaquer ce marché des internautes et de cette nouvelle génération, il faut aussi qu'on sorte un peu de ce schéma TO, forcément, avec 2 commissions, des intermédiaires. Et pour des produits simples comme un New York ou un Budapest, l'habitude des voyageurs change aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des demandes maintenant le samedi, le dimanche. Si je dois attendre le lundi de contacter mon TO spécialisé de l'Europe de l'Est, qui va mettre 48 heures à me répondre, qui va me caser l'hôtel avec lequel il a un contrat qui ne correspond pas forcément à mon client, bah, autant que je le fais moi-même, je suis beaucoup plus réactif, j'ai les bons prix. Donc je pense que l'agent de voyage de demain, c'est vraiment celui qui va être un couteau suisse et qui va jongler en fonction du client et de l'offre qu'il a de nécessaire en disant bah, sur ce coup-là, je le sens plus avec un TO parce que je vais sécuriser, c'est le Japon, c'est l'expo universelle. Là, c'est un truc que je maîtrise mal, la Tanzanie, bah, je vais passer par un réceptif. Et si c'est un produit que je maîtrise bien et qui peut se faire en 3 clics, autant que je le fasse moi-même. Finalement, dans ce débat, l'agent de voyage, comme toujours, doit bien identifier son client et ses attentes. Et aussi, particularité que je voulais préciser par rapport à ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'on a une spécificité en France, c'est que, j'entends souvent, le pouvoir est à la distribution en France, alors qu'en Allemagne, en Belgique, le pouvoir est à la production, tout l'argent est chez les TO. En France, le pouvoir est quand même avec les réseaux, etc., à la distribution, et on a la possibilité de jongler avec tout ça, en fait. Il y a 2 choses que je trouve hyper intéressantes dans le débat, dans ce débat-là, réceptif versus TO. C'est que dans les 2 cas, on parle des voyages sur mesure, des voyages en groupe. Donc le premier élément intéressant, c'est que tant qu'on a ce débat-là, c'est très bon signe, parce que ça veut dire qu'effectivement, on est sur le segment, à mon sens, ce que tu disais, qui a de l'avenir et sur lequel l'agent de voyage a un rôle primordial, qui est le voyage avec du service, avec de la complexité, avec une forme d'assemblage pas forcément hyper naturelle pour un voyageur qui va être sur du long courrier, qui n'a peut-être pas maîtrisé la destination. Et dans les 2 cas, il y a un élément clé, que l'on parle du réceptif ou du TO, c'est l'agent de voyage, qui est au cœur de l'équation. Donc tant qu'on se pose la question de ce débat-là, c'est que le voyage sur mesure, que ce soit pour des clients individuels ou des clients en groupe, a de l'avenir et surtout est un segment porteur, et que l'agent de voyage est la porte d'entrée qu'on va alimenter avec l'offre adéquate pour qu'il reste évidemment au cœur de l'équation. Donc ce qui est intéressant si on se pose cette question, c'est qu'effectivement, il y a un professionnel qui doit pouvoir avoir accès à une offre large, qui doit pouvoir choisir selon ses compétences, selon le profil de son client, selon l'appétence. Est-ce que le client attend du service? Est-ce qu'il attend du prix? Est-ce qu'il attend du stock? Est-ce qu'il attend un départ bien spécifique sur une date événementielle? Tu parlais d'Expo Universelle d'Osaka. Est-ce qu'il attend une certaine forme de guidage francophone non-stop de A à Z? Donc selon le profil, l'attente et la définition du brief, charge à l'agent de voyage d'aller chercher évidemment l'offre la plus adéquate. Donc moi je suis ravi qu'il y ait un choix entre les mains de l'agent de voyage. Et je prends notre exemple, chez Asia, on ne s'est jamais aussi bien porté sur le à la carte et le sur mesure que depuis que les réceptifs sont en contact direct avec les agences. Parce que quelque part, on est sur un trend en forte croissance, qui est le voyage sur mesure, et les agents de voyage ont appris depuis une bonne vingtaine d'années, la pandémie ayant évidemment joué un rôle d'accélérateur, à savoir que choisir selon leurs besoins et selon l'expression du besoin du client. Donc tant mieux s'il y a une offre large, tant mieux s'il y a du choix, et charge à chacun de savoir ce qu'il va trouver auprès du TO ou du réceptif, selon encore une fois l'expression du besoin.
Les deux nerfs de la guerre, et nous on le voit bien sur le helpdesk, parce que sur le helpdesk, l'agent de voyage peut poser des questions en disant quel réceptif ou quel Théo vous me conseillez. Et les deux nerfs de la guerre, c'est quoi? C'est la relation de confiance, c'est-à-dire qu'un réceptif qui va être cité sur le helpdesk 15 fois, je pense que du coup il a très vite la demande de la part de l'agent de voyage, de même que pour un Théo. La réactivité aussi que le Théo va avoir sur le helpdesk par rapport à une problématique, un week-end, une hallucination de vol ou des événements au Vietnam récemment. On sait que Guillaume, lui, en 2 heures, même pas 1 heure, tout est réglé. Mais c'est vrai que la relation de confiance est hyper importante, que ce soit envers un Théo, bien qu'il est quand même beaucoup plus cadré parce que sur le marché français, mais aussi le réceptif, parce que des réceptifs, vous avez tout et n'importe quoi aussi. On paye en devise, on ne sait pas si la boîte ne va pas fermer, on ne sait pas s'il est immatriculé ou légal dans son pays. Donc c'est la relation de confiance. Et 2, on voit aussi maintenant des réceptifs, je pense notamment à un réceptif canadien, qui font le job de ce que font plus les Théo. C'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai des dates à l'OT, par exemple sur les pourvoiries au Canada en hiver, et en plus j'ai les vols. Et c'est vrai que l'agent de voyage, dès l'instant où il a une formule packagée, ça le rassure. Alors même si juridiquement, finalement, il est un peu dans le faux, parce que le dernier responsable, c'est quand même lui l'agent de voyage. Mais moi-même qui fais du groupe, un réceptif qui me dit j'ai le stock sur les vols, je ne vais pas trop m'embêter à faire moi-même parce que je sais que c'est sécurisé, que lui il a une option longue, que du coup ça va me permettre de pouvoir poser des options aussi. Donc c'est la confiance et l'engagement, soit du réceptif, soit du Théo, qui va être quand même super important. Et on voit aussi dans cette dynamique de changement, je vais prendre un exemple de Travel Explorer qui est lancé par le groupe Marieton. Derrière c'est Travel Compositor, qui est un outil que chez nous on a mis en place aussi chez Kit Soleil en tant que tour opérateur. Et on voit que les agences ont pris aussi le réflexe de faire eux-mêmes leur package dynamique. Donc ils vont faire des trucs de dingue, ils vont réserver le vol, les transferts, des excursions, du multi-activité, des hôtels. Mais ils se disent au moins je suis couvert par un Théo, j'ai la garantie d'eux, j'ai un seul interlocuteur. Donc voilà, la relation de confiance est quand même hyper importante. C'est d'ailleurs pour ça, et les outils aussi. De plus en plus de réceptifs prennent des immatriculations, etc. C'est pour amener un peu de confiance dans leurs propositions, un peu de garantie. Ils sont, on peut le dire politiquement, ils sont gentiment incités à le faire. Il y a aussi surtout ça en réalité. Par contre, sur la relation de confiance, je reviens, c'est qu'effectivement, nous on le constate, on a 2-3 réceptifs par destination. Et on constate que les agents de voyage ne regardent, on va dire, le prix n'est pas l'essentiel. Ce qui compte beaucoup, c'est la réactivité. Et je pense que finalement, c'est pareil avec les tours opérateurs. C'est que si un agent de voyage s'entend bien avec le commercial avec qui il a affaire, qu'il soit chez un Théo ou chez un réceptif, il va privilégier ça à finalement le reste en fait. Et il sait qu'il est en confiance, il sait que c'est efficace, il sait que son client à la fin est content. Et il va privilégier ça. Et on constate, nous, une vraie fidélité. En général, avec les partenaires qui ont été choisis, on voit rarement, quand on voit par exemple des agents de voyage qui passent finalement par des réceptifs qui passaient avant par des Théo, c'est qu'à un moment il y a eu un caillou dans l'engrenage, il s'est passé quelque chose. Mais en général, la fidélité est quand même un truc dans le tourisme. J'ai l'impression que ça reste. Les gens sont très fidèles à leurs partenaires pendant des années et essayent de garder ça le plus possible, quoi. Et alors vous justement, comment vous sélectionnez les nouveaux réceptifs qui rejoignent le réseau? Est-ce que vous avez un cahier des charges pour s'assurer justement que c'est un prestataire sérieux et que vous pouvez avoir totalement le cahier des confiance en charges lui? est simple, c'est qu'on fonctionne beaucoup par cooptation. Donc c'est souvent des réceptifs qui connaissent d'autres réceptifs qui nous suggèrent cela. Puis après on regarde en fait on va dire le carnet d'adresses de ce réceptif pour voir avec qui il travaille et depuis combien d'années. En général, les réceptifs qui sont là depuis très très longtemps sont toujours très costauds et tiennent vraiment la route et ils sont efficaces, surtout s'ils bossent avec des réseaux d'agences depuis toujours, quoi. Quand ils bossent avec Selectour, Evaneos, tous ces acteurs-là, en général, c'est un gage de confiance assez fort. Donc nous, ça fonctionne énormément comme ça et on a régulièrement des petits réceptifs qui viennent chez nous, qui commencent avec nous et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu au feeling et on se fixe un an pour voir si on a des retours d'agences de voyage, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Nous, on ne va pas régler les litiges, mais si on a 3 retours d'agences de voyage qui vont nous dire dans l'année, franchement, ça ne s'est pas bien passé, en général, on sort le réceptif à ce moment-là, quoi. Donc on fonctionne beaucoup comme ça. Et vous fédérez combien de réceptifs actuellement avec Together? Aujourd'hui, on a plus de 90 membres. Et on a le helpdesk des réceptifs sur WhatsApp, nous, où on a un peu plus de 150 réceptifs qui font partie de ce réseau. Et donc, en fait, voilà, on anime un peu ce réseau de réceptifs entre nous, quoi. Et parmi ces réceptifs, il n'y en a aucun qui vous a jamais dit « moi, je ne veux plus travailler avec les tours opérateurs » Non. Non, on n'a jamais eu de... Ils sont sur les 2 jambes, quoi. Ouais, en tout cas, en général, il y en a qui choisissent B2B ou B2C. Ça, oui. Il y en a quelques-uns qui font les 2, mais en général...
Ils vont tous partir vers le B2B de plus en plus. On constate que les réceptifs aiment de plus en plus ce côté-là aussi, de se dire l'agent de voyage maîtrise la relation client, il le voit, il le connaît, il peut le faire voyager plusieurs fois, etc. Et moi, je m'occupe de ce que j'aime, c'est-à-dire le terrain, et je suis un spécialiste terrain. Et c'est ça que les réceptifs se tournent de plus en plus vers, se reviennent à ça, je crois, à un côté producteur réel d'expérience. Enfin, ils focalisent vraiment sur le terrain. Alors qu'il y a une dizaine d'années, j'aurais tendance à dire que le réceptif avait des ambitions de récupérer le marché B2C, etc. Et j'ai l'impression que les coûts deviennent de plus en plus élevés pour aller récupérer ces clients-là. Et donc, le réceptif revient vraiment à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la maîtrise du terrain. Et je crois qu'en fait, c'est ça le vrai fonctionnement aujourd'hui, c'est que ce soit le Théo, l'agent de voyage et le réceptif, il y a ceux qui maîtrisent leurs clients et ceux qui maîtrisent le terrain. Et j'ai l'impression qu'on retourne vers une vraie spécialité autour de ça en ce moment, quoi. C'est un point important que souligne Thomas, c'est que quelque part, il faut aussi se poser la question de l'intérêt du réceptif dans ses choix de distribution. En fait, il a 3 choix possibles. Quand tu dis B2B, il peut être soit effectivement B2B Théo, il peut être B2B agent, ou il peut être B2C direct client. Au bout du bout, il y a toujours le client en face, évidemment. Et le réceptif fait un choix, doit faire un choix. Concrètement, si je prends notre exemple, nous on va travailler avec des réceptifs sur nos destinations qu'on a contribué à former, à accompagner depuis parfois 15, 20, 30, 40 ans pour certains. Et évidemment, tout ce qu'on partage avec eux, on le rend exclusif à Asia, puisqu'on a évidemment eu des échanges dans les deux sens. Et on souhaite que la matière qui en ressort soit évidemment à disposition exclusivement de nos clients agents de voyage ou de nos clients finaux. Donc on va exiger de ce réceptif qu'il ne travaille pas en direct, évidemment ni avec les clients finaux, ni avec les agents de voyage. Donc les réceptifs, bien souvent, vont devoir faire un choix. Ceux qui travaillent avec les agents de voyage sont par défaut ceux qui n'ont pas de contrat d'exclusivité avec les Théo. Donc ils choisissent eux une autre forme de distribution, alors par choix ou par contrainte. Et ceux qui vont travailler en B2C sont ceux aussi qui vont devoir s'outiller, classiquement qui vont avoir accès à une technologie, je leur souhaite, pour pouvoir travailler en direct avec le marché, ce qui est quand même beaucoup plus rare. Donc en général, il y a aussi une question de choix, soit par défaut, soit par logique économique, soit par accès à une forme, alors soit de référencement via une centrale ou un outil qui va permettre au réceptif de se positionner. Mais on note, c'est un point que soulignait aussi Jean-Charles, le choix final revient au professionnel. Le professionnel va devoir choisir son partenaire. Il y a la dimension du prix, on l'a dit, et Thomas a insisté pour dire que ce n'est pas forcément l'élément déterminant non plus. C'est ce que disait aussi un peu Jean-Charles. Ce qu'attendent nos clients aujourd'hui, en particulier quand on parle de long courrier, qui est quand même un des axes sur lesquels la question se pose du sur-mesure réceptif ou Théo, ce qu'attend le client, c'est avant tout une qualité de proposition et du service. De la réactivité, de l'assistance en cas de problème, de l'expertise avant, pendant, après, si jamais il y a un sujet litigieux et qu'il faut répondre. Et effectivement, c'est là où il va falloir choisir le bon partenaire. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est plus dans le strict débat du prix, parce que longtemps on disait le réceptif va être moins cher. Sauf qu'il faut quand même rajouter les prestations aériennes et s'assurer derrière que les prestations sont comparables. Il y avait aussi la question de la marge. Très clairement, les agences et de la devise. Les agences sont maîtres de leur marge quand ils passent par un réceptif, puisque le réceptif va vendre une prestation en tarif net. Si on réfléchit basiquement, on a l'impression que pour une agence, c'est le principal, en tout cas le premier avantage, c'est de pas partager, de moins partager sa marge. Il y a un intermédiaire en moins, donc mécaniquement, la marge est, alors pas forcément intégralement entre les mains de l'agence, charge à elle aussi de travailler son prix intelligemment pour être capable de mieux se marger en achetant une prestation en tarif net et de réfléchir aussi à ce qu'elle prend sur le forfait aérien, puisque bien souvent le Théo va vendre l'aérien au même niveau de commissionnement que la partie terrestre. Alors, dans certains contrats, sur du pur à la carte, il peut y avoir 2 niveaux de rémunération dissociés. Alors, en général, les Théo vont vendre un package. Donc charge à l'agence de regarder combien elle gagne quand elle prend 20 ou 22% sur un tarif net d'un réceptif et qu'elle va se prendre que 50 € de frais de dossier sur la partie aérienne. Si elle moyenne les deux, elle va retomber sur du 14 ou du 15, qui est exactement ce que propose un Théo. Donc le débat sur la marge est aussi un débat à regarder. Et puis troisième sujet, le prix de la marge et le temps passé. Donc ça, c'est un élément clé. C'est ce que disait Jean-Charles. Un agent de voyage qui, par construction, par expertise, par souci du détail et par maîtrise de la destination, va être capable d'investir ce temps de production pour travailler avec son réceptif, aura effectivement raison de le faire si son dossier, en rentabilité et en chiffre d'affaires global, le justifie. Si c'est du dossier petit budget,
pour un voyage court sur un programme relativement classique, il va falloir sérieusement qu'il regarde le temps qu'il y passe et les clients éventuellement qu'il n'aura pas servi ou d'autres types de demandes qu'il n'aura pas traitées parce qu'il se sera concentré sur la dimension production. Donc il y a aussi une question de productivité à la vente qui doit être évidemment sérieusement et scrupuleusement regardée quand on fait ce choix-là. C'est ça, Jean-Charles, la clé, c'est de... Ouais, bien sûr, je rejoins tout ce que dit Guillaume. Après, il y a un point que sur lequel je voudrais insister aussi, et notamment auprès de la communauté des agents de voyage, c'est que ça fait longtemps que je le dis, on a quand même un vrai déficit d'image au niveau de la profession. Et puis on a l'arrivée sur... Alors je représente aussi la commission commerce illégale des EDV que j'ai intégrée au mois de mars. Donc c'est un sujet que je maîtrise un peu quand même. Et maintenant on va arriver tout ce qui est coach, travel planner, qui semble séduire une clientèle. Je reste un peu dubitatif sur le sujet, mais bon. Et c'est des gens qui vont donc pour 300-400 euros vous concocter votre voyage et puis vous envoyer des liens booking pour que vous réserviez vous-même. Et en fait, eux, leur credo, enfin ce qu'ils mettent, ils font les recherches à la place du client. Exactement. Alors que nous, finalement, on fait les mêmes recherches, le devis est gratuit, donc finalement, le voyageur perd de l'argent, mais c'est un autre débat. Mais souvent, sur leur site, ce qu'on voit, bon, il y a une formatrice qui sera là d'ailleurs à la conférence le 19 qui insiste là-dessus, qui est nationale agent de voyage. Leur discours, c'est de dire, et c'est là où il faut faire attention au Théo, c'est de dire, en agence de voyage, je caricature, hein, mais on vous donne que des brochures, que des produits packagés. Il n'y a que nous, travel planner et coach, qui sommes capables de faire du sur-mesure à la demande de ce que ressemble le client. Contrairement aux agences où on va vous caser la brochure parce qu'il y a un challenge actuellement, ce truc-là parce que ça fait partie du réseau mainstream des 10 Théo les plus vendus qu'il faut vendre. Et donc si on n'est pas justement ce couteau suisse pour proposer tout type de produits, parce qu'on a un panel aujourd'hui, alors il y a peut-être des réseaux où on est plus verrouillé, moi j'ai la chance d'être dans une agence indépendante, mais si aujourd'hui, les agences qui ne font que du tour opérateur, à 100%, eh ben, contribuent à ce déficit d'image et rentrent dans ce jeu de je suis qu'un simple distributeur. J'ai été commercial Théo, hein, je l'ai vu des fois. Vous voulez partir en vacances? Ah bah regardez cette brochure, regardez à la maison, puis une fois que vous avez trouvé, revenez me voir. Et nous, voilà, il faut quand même qu'on puisse montrer qu'à un moment, on disait ah bah non, c'est du samedi au samedi un voyage. Sauf qu'aujourd'hui, bah maintenant, les gens veulent partir du jeudi au jeudi. Donc, c'est à nous de jongler. Et on a un vrai rôle à jouer là-dessus, aussi pour l'image de la profession, d'être ce couteau suisse. Parce que si on fait que du Théo, à 100%, enfin, moi, je sais que par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis passé par une agence de la grande distribution. Ils me sortent un week-end à New York à 1400 €. Je dis, bah, envoyez-moi l'offre, je regarde, je sors la même chose pour 1000 €. Et après, ça va jouer dans oui, mais les agences, c'est cher. Elles se gavent sur le dos du client. Donc, et par contre, quand des fois, je veux monter un Japon moi-même, bon, déjà, je prends, comme tu le dis, 3 heures et je comprends rien. Surtout au Japon où c'est toute une boîte à tiroirs. Alors qu'en 3 clics, je l'ai sur Asia et je suis hyper compétitif. Donc voilà, j'insiste vraiment, en tant qu'agent de voyage, pour l'image de la profession, qui est en difficulté parfois, c'est là toute notre expertise. Moi, New York, je vous le fais, hein, tu parlais de temps. New York, en 2-2, j'ai mes références, mes hôtels, mes compagnies aériennes. Ça me prend 5 minutes. Demain, on me demande un truc dans le Maine ou je ne sais où. Je vais peut-être pas passer 4 heures, effectivement, au détriment d'autres devis. Donc, je pense qu'on doit vraiment jouer. Faut pas être buté à dire je fais que ça ou que du réceptif, mais de vraiment jongler avec toute la panoplie qu'on a en tant que fournisseur. Mais d'autant pour te répondre, effectivement, que les tours opérateurs ne sont pas monolithiques non plus. Les tours opérateurs ne sont pas monolithiques. Évidemment, il y a des tours opérateurs qui ont proposé des solutions packagées, clés en main, formatées, comme tu le dis, parce que spécialistes du club, spécialistes de la croisière, spécialistes du circuit regroupé. Mais bon nombre de tours opérateurs sur le marché, heureusement, ont encore une vraie expertise sur le sur-mesure et sur le vrai à la carte. Ce qui est notre cas et ce qui est le cas de bon nombre de nos confrères sur du long courrier, sur les États-Unis, sur l'Afrique, sur le Proche-Orient, où effectivement, si la demande et si le brief est précis, le tour opérateur saura répondre avec une demande sur mesure. Le tour opérateur ne va pas chercher à tout prix à placer son stock, son allotement. En ce qui nous concerne, la partie sur mesure est encore le pilier d'une marque comme Asia. Et fort heureusement, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un axe qui est en progression constante, tiré par des destinations comme le Japon, des destinations compliquées où, par nature, le voyageur veut un voyage itinérant. Donc, un bon nombre de prestations assemblées où il faut une vraie fiabilité dans les horaires, dans la présence éventuellement, une technicité. Il ne faut pas se rater sur le choix de l'hôtellerie parce que le client ne voudra pas non plus être trop excentré par rapport au lieu de visite. Il veut être très proche évidemment des restaurants, des lieux animés en fin de journée, du temple, du parc naturel régional, etc. Donc il faut vraiment avoir le bon choix de sites, d'excursions, de modes de transport et de guides.
D'où la question là aussi qui se pose. Quand on compare réceptif TO, je vous disais tout à l'heure, les réceptifs qui vont faire le choix de travailler avec les TO vont avoir accès à un volume d'affaires garanti par le TO. Ce qui va nous permettre en contrepartie d'exiger bien souvent de salarier les guides. Ce qui est beaucoup plus compliqué quand on est réceptif. Les TO les réceptifs avec lesquels on travaille sur le Japon, sur l'Indonésie, sur le Vietnam, sur Laos, sur le Cambodge, travaillent depuis des années avec des guides que l'on connaît par leur prénom et qu'on demande bien souvent de positionner selon les profils de nos clients. Parce que ce sont des guides qui sont salariés, donc on est capable d'apporter un flux aussi aux réceptifs et à ces guides sur des périodes hors haute saison, ce qui nous permet d'avoir accès à cette qualité de service. Beaucoup plus compliqué quand on est un réceptif et qu'on travaille peut-être 2 fois, 3 fois dans l'année avec une agence, dans le meilleur des cas, sur du long courrier, voire même quand on travaille peut-être 10 fois avec un réseau de distribution, quand on est référencé par une centrale, de pouvoir avoir accès à un volume tel qu'il serait en mesure de salarier ses meilleurs éléments et salarier les guides. Beaucoup moins évident. Donc c'est évidemment aussi des questions qui peuvent faire une différenciation nette quand on a un tour opérateur, encore une fois, sur mesuriste. Oui, nous on voit la différence sur ce que dit Guillaume Jean-Charles. C'est vrai que nous on voit la différence dans les réceptifs. Il y a les réceptifs qui sont des gros réceptifs, qui sont capables d'emmagasiner ce qu'envoie un TO, et il y a des réceptifs qu'on va plus appeler des artisans et qui veulent pas être énormes. Et il y a les agents de voyage aussi font ce choix-là parfois en se disant tiens, j'ai une demande je sais pas, très VIP, j'ai envie de quelqu'un très artisan parce qu'ils cherchent quelqu'un, c'est des clients qui sont plus baroudeurs, qui veulent vraiment vivre une aventure, etc. Ils vont choisir un peu aussi ils vont faire le choix de leur partenaire en fonction un peu de ça, quoi. Ce que je constate de plus en plus, c'est que les agents de voyage se réinventent de plus en plus et réfléchissent de plus en plus à comment maîtriser vraiment et connaître de mieux en mieux leurs clients, en fait. Et c'est vraiment ça la vraie valeur ajoutée, quoi, qu'il y a. C'est dans le binôme ou le trinôme qu'il peut y avoir. Moi, j'ai l'impression que c'est quand chacun maîtrise sa part du métier, ça devient efficace pour tout le monde. Et finalement, tout le monde est gagnant, quoi. Et ça marche comme ça. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de circuit, mais moi, on avait été confronté, on avait travaillé là-dessus, rappelle-toi Guillaume. Il y a quand même une question que je me pose, parce qu'il y a un acteur qu'on n'a pas parlé. Alors, si on sort du circuit, si on parle plus sur des produits assez simples, vol, hôtel, je prends notamment un exemple très simple sur les Maldives, qui est une destination qu'Asia propose. Et que certains réceptifs peuvent proposer, mais il y a quand même un acteur qu'on n'a pas cité, qui est l'hôtelier. Et ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et rappelle-toi, on avait été confronté une fois sur un dossier Maldives, où tu me sortais un prix et je dis bah ouais, mais moi une fois qu'on a compris que les Maldives, finalement l'hôtelier il a son hydravion, moi à l'époque le problème c'était de dire ouais, mais comment je fais pour le transfert. Une fois qu'on a compris le truc, qu'on sait que l'hôtelier il a sa plateforme, son hydravion, on a compris le système, et Asia qui est quand même un gros pourvoyeur sur la destination, qui a des contrats très ficelés, et ben finalement on se rendait compte qu'avec une bête banque j'arrivais à sortir un tarif complètement dingue que même toi, que tu ne comprenais pas, en disant il y a peut-être un problème, il y a peut-être une erreur. Et est-ce que des fois, il n'y a pas aussi l'hôtelier qui ne joue pas toujours le jeu du contrat par rapport à des bêtes banques? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et je profite d'avoir un réceptif et un TO. C'est que comment ça se gère tout ça finalement. Je crois que l'hôtelier a quand même aussi un gros rôle à jouer sur la notion de prix, quoi. Parce qu'on se disait à l'époque, un TO, forcément, il a un prix négocié, moins cher, il a des tarifs TO. Et on se rend compte aujourd'hui que tout le monde peut avoir... Alors, j'ai envie de te dire, si je te réponds un peu simplement, même si ce n'est pas forcément la destination cœur de métier chez Asia, mais effectivement, ça fait partie de ce type de destination où on est dans le même arbitrage que tout à l'heure. L'hôtelier doit choisir avec qui il veut travailler. De la même façon qu'il va choisir s'il veut travailler plutôt avec les réceptifs, avec le client en direct, via des plateformes comme Booking ou autre type de support, ou via le TO, ça va être effectivement une vraie question à se poser. Est-ce qu'il veut travailler avec la clientèle russe? Est-ce qu'il veut travailler avec la clientèle asiatique? Est-ce qu'il veut travailler avec la clientèle européenne? Donc le travail derrière de l'agent de voyage ou du TO, c'est évidemment de savoir quels sont les choix qui ont été faits par cet hôtelier et si ça vaut le coup ou pas et qu'on aille contracter avec lui. Je te prends l'exemple de la Thaïlande. Aujourd'hui, on sait que proposer un séjour sur Phuket à des Français, ça peut devenir très compliqué si on n'a pas bien compris le positionnement de l'hôtelier. Donc au-delà même de la dimension prix, qui n'est pas forcément toujours un avantage, tu as raison, c'est des hôteliers qui vont faire un choix très clair de travailler avec des plateformes comme Booking, naturellement ne vont pas nous donner les meilleurs contrats. Donc à nous de déceler évidemment son choix, et s'il a fait le choix lui de travailler avec la clientèle russe, c'est vraiment le cas sur Phuket aujourd'hui, on sait qu'il y a une très forte affluence de clientèle russe à Phuket. Si on l'identifie, les photos ont beau être très belles, très séduisantes sur Booking, on va dire aux clients surtout pas à cet endroit-là, parce qu'on a là aussi une bonne connaissance du terrain et on sait vous dire que tel et tel hôtel, on fait le choix de travailler avec cette clientèle
russe, chinoise, asiatique. Si vous voulez avoir accès à une restauration qui vous convienne, si vous voulez avoir accès à des petits restaurants de taille humaine, si vous voulez être tranquille en bord de piscine, on va plutôt vous orienter sur tel et tel autre hôtel qui a fait le choix de travailler avec une autre forme de clientèle. Donc il s'agit de bien connaître aussi son produit. Lui, il s'agit de savoir avec qui il veut travailler pour que clairement il n'y ait pas d'erreur de vente et qu'on puisse orienter les clients au bon endroit. Donc finalement, dans ce débat, il n'y a pas de guerre entre les Théo et les agences pour emporter les faveurs des réceptifs. C'est plutôt chacun qui doit réaffirmer sa valeur ajoutée. L'agent en connaissant bien, en identifiant bien les demandes de son client. Le Théo en faisant jouer son expertise et le réceptif en maîtrisant la destination et les différents fournisseurs. Et puis c'est intéressant en effet d'avoir la vue d'un hôtelier. C'est intéressant, mais après ça correspond à chaque type de client effectivement, chaque client. Et je pense aussi qu'un agent de voyage, et ça c'est quelque chose qui est vraiment mon credo, c'est qu'on peut pas, si on veut être expert, on peut pas être expert de tout. Il faut arrêter de se prendre pour Superman. Moi je sais que par exemple je suis très à l'aise sur les États-Unis, sur New York, je fais tout moi-même. Quand on me demande de la Tanzanie, je suis paumé, du Japon pareil. Et c'est là où je vais faire confiance à un réceptif ou à un Théo. Et voilà, on ne peut pas être expert de tout. Et quand on ne l'est pas, vaut mieux faire confiance à des experts en qui on a confiance, que ce soit Théo ou réceptif. Enfin, la tendance, pour conclure, la tendance qu'on sent un peu, c'est, moi j'ai l'impression, c'est qu'on sent en tout cas qu'il n'y a pas de bataille entre les acteurs. Par contre, il y a clairement une volonté du client d'avoir une hyper personnalisation du voyage. Et en fait, les acteurs du tourisme s'adaptent, que ce soit réceptif, Théo, agent de voyage, s'adaptent à ça pour répondre à cette hyper personnalisation constante. Et c'est ça qui rend l'adaptabilité difficile, quoi. C'est comment tu fais pour répondre aussi vite, en étant réactif, en étant compétitif, etc., à ce souhait qu'a le client d'avoir une réponse très rapide. Et surtout que les habitudes, et j'insiste, mais je le dis souvent et on le remarque depuis de plus en plus, c'est que les habitudes du voyageur changent. Aujourd'hui, soit il ira sur voyage privé parce que il a la pub qui tombe bien pendant The Voice un samedi soir, il se dit allez chérie, on réserve, parce que c'est la magie d'Internet. Mais aujourd'hui, si nos points de vente sont fermés le soir et le week-end, d'où la notion de télétravail, de semaine à 4 jours, d'incentiver les vendeurs, tout ça. Mais moi, les 3/4 de mes ventes actuellement, c'est sur Facebook, que je récupère d'internautes ou autres. En indiv, je parle. Et c'est le soir, le week-end, le dimanche. Par contre, je suis en full télétravail. J'ai une patronne qui me laisse un peu faire ce que je veux. Je suis objectivé sur les ventes. Et tout ça, il y a une réflexion derrière. Mais en tout cas, le voyageur, ses habitudes changent. Et c'est hyper important d'avoir des réceptifs qu'on peut parfois contacter un samedi parce qu'avec le décalage horaire, il va quand même nous répondre. La réactivité est super importante, la relation de confiance, le contact qu'on va avoir, le turnover des commerciaux. Mais tout ça, ça change, ça évolue. C'est intéressant. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat très enrichissant, j'espère pour nos amis agents de voyage. Et puis je vous souhaite un bon salon. Merci pour nous avoir invités. Merci Florian. À très bientôt.